L'association Sourdimad, l'association qui est à Tanger depuis 2006 et qui depuis 2008 a ouvert un centre de développement culturel pour les jeunes sourds qui accueille des jeunes sourds. Au Maroc on dit sourds muets, ce sont les personnes sourdes qui ne parlent pas du tout et qui les accueille à partir de l'âge de 15 ans pour des projets de développement social solidaire, et ils ont entre autres un studio de création de films éducatifs. Les remerciements, donc c'est aussi l'hôtel ici, l'hôtel Golden Tulip Andalusia, parce que cette salle nous a été mise à disposition gracieusement par l'hôtel. Donc il nous a mis à disposition la salle qui s'est occupée de toute l'organisation, etc. Vraiment de façon très généreuse et très généreuse. Alors ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable. Je travaille au Maroc à Tanger depuis 10 ans. J'ai ouvert mon cabinet il y a 10 ans maintenant. Je suis thérapeute en hypnose ericksonienne et en PNL. J'ai une formation initiale en psychopédagogie, ce qui fait que j'ai une double casquette, si je peux dire, et que je fais beaucoup de thérapie familiale et de guidance parentale. C'est apporter ma contribution en toute modestie et de répondre aux questions d'éducation pour améliorer les conditions d'éducation des enfants, parce que moi je crois que améliorer l'éducation des enfants, c'est changer le monde. L'éducation efficace, en fait, le terme efficace, pourquoi est-ce que moi j'ai choisi? J'ai créé un atelier depuis 5 ans, j'ai commencé à l'animer, un atelier qui s'appelle l'éducation efficace, qui relève de la communication non violente, l'éducation sans violence et qui puisse apporter ce qu'on appelle en PNL l'excellence, c'est-à-dire le meilleur du meilleur. Pourquoi est-ce qu'on dit efficace? Moi j'ai choisi le terme efficace parce que d'abord c'est un terme qui n'est pas polysémique, c'est un terme qui veut dire une seule chose, ça ne veut pas dire plein de choses différentes, c'est assez rare en langue française parce qu'on a des termes qui veulent dire quelque chose. Efficace, ça veut dire que ça marche, c'est tout, ça ne veut rien dire, ça veut dire ça marche, ça fonctionne, c'est bien. Non, pas c'est bien justement, parce que c'est pas un jugement moral et je vais le développer vraiment de façon répétée ce soir, comme je le fais toujours sur la page et comme je le fais dans mon cabinet. Il n'est pas question pour moi de dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est faux, etc. Simplement de souligner, de constater, de mettre en lumière ce qui fonctionne le mieux en termes de résultats pour obtenir des apprentissages solides, durables et qui apportent et qui permettent de développer le plein potentiel des gens qu'on veut éduquer. Quand je dis les gens, en fait, l'éducation efficace, elle fonctionne pour les enfants, bien sûr, mais elle fonctionne aussi pour les adultes. On l'applique aussi dans la relation entre les adultes. Parler des composantes principales de l'éducation efficace, je vais définir ce qu'est la violence éducative, parce que très souvent, quand on parle de violence éducative, on pense à la fessée et au châtiment, aux punitions, etc. Mais ce n'est pas seulement ça, la violence éducative. Donc on va définir ce que c'est, puis ensuite on va définir ce que c'est que la non-violence éducative, la communication non violente et comment est-ce qu'on peut l'appliquer concrètement. Voilà. Et puis j'expliquerai aussi pourquoi est-ce que la violence éducative, qui pourtant fait partie malheureusement de tous nos systèmes d'éducation classique, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas efficace et pourquoi est-ce qu'il serait souhaitable de s'en libérer, de s'en débarrasser.
La définition de la violence éducative, je vais en donner une qui est la mienne, que je donne régulièrement pour comprendre de quoi il s'agit. La violence éducative, c'est toute technique, outil, méthode, comportement, qu'il soit volontaire ou involontaire, qu'il soit individuel, collectif ou institutionnel, qui produit de manière volontaire, appliquée, ou de manière fortuite, de la manipulation émotionnelle. D'accord ? C'est tout, la violence éducative, c'est tout ce qui s'appuie sur la manipulation émotionnelle. Tous les outils, les techniques, les méthodes et les comportements qui utilisent, alors la manipulation émotionnelle, c'est deux choses. C'est utiliser les émotions négatives, donc créer de la peur, de la colère, de la tristesse ou de la honte, de la culpabilité. Mais c'est aussi nier les émotions négatives. Donc c'est soit créer des émotions négatives, soit nier qu'elles existent quand elles existent. C'est-à-dire essayer de réprimer les émotions négatives de manière à convaincre ou à faire en sorte que les enfants ou les personnes éduquées répriment leurs émotions négatives. Et donc ça aussi c'est de la manipulation. Essayer de faire en sorte qu'un enfant soit content alors qu'il est manifestement d'être triste ou d'être en colère. Ça aussi c'est de la violence éducative. D'accord ? Et c'est assez surprenant quand je le dis parce que très souvent les gens disent ah oui, bah ça moi je ne savais pas, je n'ai pas pensé que c'était ça. Pourquoi ? Parce que les émotions c'est ce qui permet aux enfants et aux adultes aussi d'ailleurs, c'est ce qui nous permet d'appréhender notre environnement de la manière la plus juste et c'est aussi ce qui nous permet de comprendre des expériences que nous vivons et d'apprendre. Ça c'est la première raison. Et ensuite parce que les émotions elles prennent énormément de place sur le plan cognitif. C'est ce qu'on appelle des encombrants cognitifs. Quand un enfant est en train d'apprendre quelque chose par peur, parce qu'il a peur par exemple d'être puni, parce qu'il est sous le coup d'une menace de punition, ou parce qu'il a honte de ne pas réussir. Quand on fait honte à un enfant, par exemple, quand on dit à un petit enfin vas-y fais-le, t'es pas un bébé, le bébé il est vilain, etc. Et qu'il va faire quelque chose sous le coup d'une émotion là pour vous, qui est la honte, la culpabilité, il va d'abord s'appliquer, le cerveau, c'est pas volontaire, le cerveau va d'abord s'appliquer à gérer l'émotion, à gérer son émotion. Et donc ça prend toute la place. Et il n'y a pas de place pour l'apprentissage. Ça signifie que tout ce qu'il va apprendre à ce moment-là, il va l'apprendre malgré la méthode et pas grâce à la méthode. Quand on menace les enfants, on les punit. Et même quand on leur fait des promesses et des récompenses, ça c'est un autre volet, puisque la récompense c'est la sœur jumelle de la punition. On verra après, je ne sais pas trop. Il est vrai quand on menace un enfant et quand on le punit ou quand on lui fait peur, etc., on l'empêche d'apprendre. On l'empêche d'apprendre et donc l'apprentissage est beaucoup plus difficile pour l'enfant. Et puis, il va aussi apprendre quelque chose de supplémentaire, en plus de ce qu'on veut lui apprendre, c'est qu'il va apprendre la violence, il va apprendre à être puni, et aussi à punir. D'accord ? Donc, ça, c'est valable pour la punition, mais c'est encore bien pire pour la fessée, pour les châtiments corporels. Quand on frappe un enfant, par exemple, et quand ils sont tout petits, les enfants tout petits, quand ils ont, on va dire, 18 mois, 2 ans, et qu'ils manifestent violemment ce qui arrive, leur mécontentement, ils ne sont pas contents, donc ils essaient de tirer, par exemple, un objet, ils tirent un objet et en tirant, ils ont un geste violent. Si à ce moment-là, on
veut dire qu'au lieu de lui apprendre à ne pas frapper, on est en train de lui apprendre à frapper tout en lui disant on ne frappe pas. Ça s'appelle une injonction paradoxale. Ouais, et c'est vraiment quelque chose de très dommageable sur le plan cognitif. Donc, quand un enfant frappe, on prend sa main, on caresse sa main, on lui dit que sa main elle a besoin de douceur et que nous aussi on a besoin de douceur. Et même s'il a le droit d'être en colère et qu'on a compris qu'il est en colère, etc. Et ça suppose que soi-même, on ne soit pas en résonance avec la colère de l'enfant. Donc on prenne du recul par rapport à la colère, c'est-à-dire qu'on accepte la colère comme étant une émotion. Les émotions sont des réflexes. On ne choisit pas. Les émotions, elles viennent, on ne les a pas décidées. Des réflexes. Quand on est en colère, on a peur, on est triste, les émotions primaires, il n'y a rien qui se passe dans le cerveau qui dit tiens, je vais me mettre en colère. Alors ça me met en colère et hop, je vais me mettre. Non, ça vient tout seul. C'est vraiment une émotion, c'est un réflexe. On ne peut pas lutter contre un réflexe. Donc, quand une émotion arrive, elle a quelque chose à faire, elle a un chemin à suivre. Ça, c'est valable pour vous en tant qu'adulte. Et donc, réprimer les émotions des enfants par de la violence, par de la colère ou par de la culpabilité, etc., c'est un travail de titan. Quand vous essayez de faire ça, vous perdez beaucoup d'énergie. Et ce que ça fait, c'est que son émotion résonne en vous parce que c'est impossible de réprimer. Alors, quand je dis ça, il y a des gens qui me disent oui, mais ça marche. Quand on frappe un enfant ou on crie sur lui, on réussit à le faire taire. Oui, mais n'oubliez pas qu'on est en train de parler d'éducation et donc d'apprentissage. On peut effectivement, si on veut faire à quelque chose, quelque chose qu'on a envie qu'il fasse, bien sûr qu'on peut le punir, bien sûr qu'on peut le menacer et lui faire peur. Mais si on veut lui faire apprendre quelque chose, ça ne sert à rien. On peut obliger. Donc, si l'objectif éducatif, c'est de faire sur lui quelque chose, ok, mais ce n'est pas éducatif dans ce cas-là, hein, c'est coercitif. On veut obliger à faire. Parfois, ça arrive qu'on n'ait pas la patience, etc. Moi, je suis en train de vous parler d'un monde idéal, hein, d'accord, et je suis maman, et je sais très bien que ça peut arriver qu'on use de coercition et qu'on n'ait pas le temps, mais on doit toujours avoir présent à l'esprit que ça ne doit pas être une méthode éducative. C'est un accident. C'est j'ai pas le temps, là j'ai été un peu, alors pas à la fessée, parce que vraiment ça c'est vraiment pas ça. Les châtiments corporels font de nous, aux yeux de nos enfants, je vais employer un mot vraiment douloureux, des monstres. Quand nous frappons nos enfants, nous sommes des monstres vivants. Et ils nous voient comme des créatures capables de décider volontairement de leur faire du mal. Réfléchissez parce que c'est vraiment très très douloureux pour eux. D'ailleurs, la plupart des enfants, des parents qui ont des gestes malheureux, hein, on en a tous, hein, des gestes comme ça. On le regrette amèrement. On le regrette parce qu'on s'est très mal comporté. Et quand on s'est très mal comporté, eh bien, on le dit. On dit, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas faire ça. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Et on ne dit surtout pas, mais tu m'as obligé. Hein. Non, je suis désolée, ce n'est pas ce que je voulais faire et je vais essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et ça m'arrive pas de faire des erreurs. Et je vais essayer de faire en sorte que tu aies confiance en moi parce que c'est pas comme ça que je veux t'aider. On peut dire ça, même tout petit, hein. D'accord? Et l'enfant comprenne que c'était pas quelque chose qu'on voudrait qu'il apprenne. C'est pas quelque chose qu'on voudrait lui transmettre. On ne veut pas lui transmettre ça. C'est difficile parce qu'on a tous été élevés comme ça. Et oui, on a tous plus ou moins été élevés dans un système de violence éducative. Cette violence éducative, elle procède d'un apprentissage millénaire qui est basé sur des systèmes de domination, de hiérarchie entre les gens. Moi, je ne vais pas avoir de positionnement politique par rapport à ça. Je pourrais en avoir un, mais ce n'est pas le sujet. Mon sujet, c'est qu'est-ce que ça coûte
sur le plan des résultats en termes d'apprentissage. La violence éducative, c'est beaucoup trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher. Ça prend beaucoup trop d'énergie. Visiter les situations de violence pour que vous les compreniez bien, parce que pour la punition, donc, ni punition, ni récompense. Pourquoi la récompense, c'est aussi un encombrant de l'éducation? Très simplement parce que la récompense, ça marche un petit peu, et là, c'est pas toxique, sauf que ça pousse l'enfant à apprendre pour une mauvaise raison, c'est-à-dire pour obtenir une récompense. Quand c'est une vraie récompense, parce que la plupart du temps, c'est une punition déguisée, c'est-à-dire qu'on promet une récompense qui en réalité n'est pas une récompense, mais répond à un besoin. Quand c'est par exemple une récompense affective, tu as réussi donc je te dis que je t'aime, ou je te fais un bisou. C'est une grande violence parce que c'est quand un enfant ne réussit pas qu'il a besoin qu'on l'aime et qu'on lui fasse des bisous. Parce que l'amour et l'affection, c'est un prérequis de l'apprentissage, pas une conséquence. D'accord? Donc, les récompenses affectives et les punitions affectives procèdent vraiment de la maltraitance des enfants. D'accord? Dire à un enfant qu'on est déçu par lui et qu'on n'est pas satisfait, etc., lui faire des reproches, c'est aussi de la maltraitance. Et puis toujours, ça sert à rien, ça l'encombre et ça lui donne toujours pas. Les deux choses dont il a vraiment besoin pour apprendre, c'est le quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Et non pas qu'est-ce que tu veux que je ne fasse pas, puisqu'on passe beaucoup de temps à faire des reproches et à dire fais pas ci, fais pas ça. Ok, d'accord, je fais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, par exemple, on va prendre un exemple sur les écrans, justement, quand on a des enfants qui sont un petit peu grands, qui commencent déjà à manier les télécommandes eux-mêmes, etc., et qu'on leur dit j'en ai marre que tu regardes tout le temps la télé. D'accord? Très bien. Et alors, tu veux que je fasse quoi à la place? L'inconscient ne reconnaît pas le négatif. Si moi je vous dis ne pensez pas à un éléphant, déjà fait, on va automatiquement penser à l'éléphant. Un éléphant, comment vous allez faire? On va automatiquement penser à l'éléphant. Ok, d'accord. Je vais vous donner la solution. Si vous voulez ne pas penser à un éléphant, pensez à une girafe. D'accord? Et bien, c'est pareil pour les enfants. Si on leur dit ne regarde pas la télé, ne mets pas tes doigts dans ton nez, etc., en réalité, l'inconscient ne reconnaît pas le négatif. Simplement parce que l'inconscient n'est pas le fonctionnement verbal, c'est pas son mode de fonctionnement privilégié. Et donc, tout ce qu'on va dire, on met la négation. Donc, imaginez quand vous dites à votre enfant ne cours pas, ne bavarde pas, juste avant de partir à l'école, en fait, l'inconscient entend bavarder, courir. C'est ce qu'on appelle une induction, une injonction inconsciente. C'est une manière d'induire une sorte de commandement. D'accord? Bon, donc on va dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Quoi faire? Et puis surtout, on va dire comment? Comment faire? Parce que si soi-même on n'est pas capable de décortiquer comment on veut que l'enfant fasse ce que l'on veut qu'il fasse, comment est-ce qu'il va l'apprendre? Si moi je vous dis, c'est facile, pour faire du pain, vous faites du pain. D'accord? Si vous ne tenez pas toute la recette, et c'est valable pour tous les apprentissages, et y compris les apprentissages comportementaux. C'est-à-dire que quand on dit à un enfant « sois sage », on ne lui dit pas comment. On ne lui dit pas comment il va faire. Quand on lui dit « pense à prendre ton cartable », alors souvent je n'oublie pas ton cartable, mais maintenant qu'on sait qu'on ne dit pas « n'oublie pas », on va dire « pense à prendre ton cartable » ou « pense à préparer tes affaires ». On ne lui dit pas comment penser. Et d'ailleurs, le soir, quand il a oublié son cartable et qu'il arrive et que vous discutez
Il a oublié parce que vous avez oublié de lui dire comment on fait pour penser à son cartable. Et que donc il ne sait pas comment on fait pour y penser. D'accord? Le quoi faire et le comment. Okay. Quand, bien que, parce que je sais que dans vos têtes, il y a plein de choses qui se déroulent, je le vois dans vos yeux, hein. Quand vous avez dit quoi et comment, et que malgré ça, il ne fait pas ce que vous dites, hein, alors là, vous dites, non, vraiment, il exagère, c'est vraiment parce qu'il ne veut pas. Et non, parce qu'il reste encore une donnée, c'est le contexte. C'est-à-dire qu'il faut que le contexte soit favorable à ce qu'il puisse faire ce que vous lui demandez de faire. Je vais reprendre l'idée du cartable. Une fois que vous lui avez dit pense à ton cartable, donc je veux que tu penses à ton cartable, et que comment, eh ben pour organiser le comment, vous lui avez dit, bien tu vois, chaque fois que on va finir de préparer les affaires, on va mettre le cartable dans un endroit où tu vas pouvoir le voir. On va mettre ton cartable à côté des chaussures et puis chaque fois que tu vas mettre une chaussure, tu vas penser à ton cartable. Les enfants ont besoin de méthodes comme ça, d'accord? Donc on a dit ça. Mais le matin, au moment où il met ses chaussures, on est derrière lui, on dit dépêche-toi, on est en retard, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Non, mais ça suffit. Non, mais là, la porte de l'école va être fermée, enfin, etc. On neutralise complètement ses capacités de réalisation et donc on n'a pas de contexte favorable. C'est la troisième chose. Un contexte favorable. Et tout ça, ça dépend de qui? De nous. Voilà. Ça ne dépend pas de l'enfant. Donc il est parfaitement inutile et injuste de le critiquer, de lui faire des remarques.